Donc, bonjour et bienvenue à OAS Montréal. Je suis Jonathan Marcel, le leader du chapitre. Euh, En gros, j'aimerais ça vous expliquer au début, avant de rentrer dans le sujet, juste faire une présentation de qu'est-ce qui est OAS Montréal. En gros, OAS Montréal, c'est un chapitre d'une organisation plus grande qui se nomme OAS pour Open Web Application Security Project. En gros, OAS offre de la documentation dans le but de sensibiliser les gens aux application security, fait à la sécurité des applications. OAS Montréal, on organise environ une fois par mois un meeting dans le genre. D'habitude, il se fait le soir et non sur l'heure du dîner. Donc là, on essaie un nouveau format. À ce que je vois, ça marche très bien parce que la salle est vraiment très bien remplie. Donc, je suis très content du nouveau format. À Montréal, des fois, on va en entreprise. Fait que, genre, il peut y avoir des meetings qui sont en entreprise, puis d'autres fois, on est dans les universités. Présentement, on a UQAM, ETS et Poly, puis Polyac. Fait que j'aimerais ça remercier Polyac d'avoir fait ça. Pour une fois, j'ai pas eu à tout faire. Ça fait très du bien. Fait que je suis très content d'avoir ça de comme équipe. Donc, grosso modo, vous allez voir que OAS, oui, c'est beaucoup de la documentation. Puis une des documentations les plus importantes, c'est la présentation d'aujourd'hui, c'est le top 10. Donc, pour les personnes qui savent pas exactement c'est quoi de l'application security ou qui ont vraiment aucune idée vers où est-ce que ça s'en va, ben aujourd'hui, la présentation au complet est un très bon survol de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans OWASP. Sinon, OWASP aussi participe à des événements à Montréal, dont Kung Fu, où est-ce qu'on a une table, puis qu'il y a des présentations durant Kung Fu qui sont par rapport à la sécurité, qui parlent souvent d'OWASP, etc. Du point de vue mondial, on a une très grosse conférence d'application security qui va se tenir, je crois, c'est le 18 novembre prochain à New York. Donc, c'est vraiment une grosse conf, un peu comme Kung Fu ici, mais pas juste sur la programmation web, mais vraiment juste sur l'application security. Si vous voulez nous rejoindre, en fait, vous écrivez OASP Montréal dans Google, puis vous allez tomber sur cette jolie page-là, qui est notre page wiki. Où est-ce que je me suis essayé de mettre ça le plus clair possible, dans le sens que on est sur Eventbrite, fait que si vous inscrivez là-dessus, vous allez avoir les différentes notices de participer à nos événements. On est sur YouTube aussi, comme que vous pouvez le voir présentement, puis il y a déjà plusieurs talks que gens qui sont là sur YouTube, en même temps avec les présentations PowerPoint qui sont sur SpeakerLect. Évidemment, on est sur Twitter. On est aussi sur d'autres réseaux sociaux où est-ce qu'on a une présence. Si jamais vous vous servez de Google+, on est là. Puis on a aussi Facebook puis LinkedIn. Donc, mais qui reviennent en gros à peu près le même contenu qu'on a sur Twitter. Pour les personnes un petit peu plus motivées, aujourd'hui, j'ai tenté une nouvelle chose lorsque j'ai pris les inscriptions sur Eventbrite. Il y avait gratuit puis gratuit de 100 mailing lists. Donc, les personnes qui ont choisi gratuit, je vais vous inscrire à la mailing list de OAS Montréal, qui est finalement une mailing list beaucoup d'annoncements, même si dans le fond, c'est pas exactement ça. Vous allez voir, c'est genre un email ou deux par mois. Les personnes qui ont acheté le billet qui était écrit juste free, qui veulent pas être inscrites, venez me voir à la fin de la présentation, puis je vais vous enlever de la liste. Donc, c'est juste pour faire ça, puis on va accueillir notre autobus qui vient d'arriver à partir de où? D'ici, OK, ici. Elle a fait le tour de l'UDEM, puis elle est revenue. Bienvenue. Donc, un peu de comme je disais, présentement, là, vous voyez une des vues que les gens vont voir. Un peu plus tard, je vais partager mon écran. Fait que via le net, ils vont avoir accès vraiment aux mêmes choses que vous voyez. Là, on attend finalement après Sébastien Joria, qui est supposé être mon animateur aujourd'hui, pour être capable de faire la présentation ensemble, parce que lui a préparé l'introduction. Donc, je me croise les doigts qui arrivent, parce que comme j'expliquais tantôt, pour ceux qui n'étaient pas là, il est pris dans le train. Il est en direct de la France, fait qu'il est loin, mais en théorie, on l'aurait là-dessus. Probablement qu'à un moment donné, il va apparaître comme pas mal de vues, j'espère. C'est beau avoir de l'espoir. Histoire d'étirer le temps un peu. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent Polyac?
Populaire, Xavier, populaire. Aurais-tu une petite explication pour ceux qui savent pas c'est quoi Polyarc? Bonjour à tous, famille de notre mailing list et de Madeleine. J'imagine que vous connaissez tous à ce point-ci un peu Polyarc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des conférences comme celle-ci. On participe à des compétitions de sécurité informatique comme NorthSec, à laquelle Jonathan avait fait du challenge avant. Hackfest en novembre. Sinon, aussi, on organise des soirées de challenge. On a eu la première, on l'a eu la semaine passée. Cette semaine, il n'y en a pas. La semaine prochaine, on va tous à Montréal. C'est un peu comme ce que nous on fait, sauf pour tout Montréal. C'est sur Sherbrooke, on enverra un courriel pour ça. C'est ça. Sinon, notre but, c'est un peu de promouvoir le domaine de la sécurité par la sécurité applicative, principalement parce que la théorie, c'est beau, mais si tu ne peux pas faire de point pratique, ça sert à rien. Donc, je vous invite, pour tous ceux qui ne sont pas déjà, aller sur notre site, vous inscrire sur notre mailing list, participer à nos événements, et aussi, on est aussi en période de recrutement, dans le sens où c'est bien de venir à nos événements, mais si vous voulez vous impliquer plus, vous êtes tous et toutes bienvenus. Excellent. Merci. J'en profite pour envoyer ça par Internet. Fait que moi, j'apprécie beaucoup parce que on voit que dans les différentes universités, si je prends le TS, c'est l'endroit que je connais un peu mieux, il y a le DCI qui fait un peu ce genre de choses-là, qui est plus large. Mais ici, on voit vraiment que moi, j'ai bien aimé votre petit CTF que vous avez fait en ligne, là, où est-ce qu'il y avait même du monde de l'Ontario qui se pluguait dessus, puis des trucs étranges comme ça. Là, fait que c'était vraiment intéressant. Donc, dans pas long, je vais un petit peu être un peu tanné d'étirer le temps. Je pourrais regarder de c'est quoi l'intro. Je l'ai lu vite. Je suis convaincu que Sébastien a très bien fait ça. C'est juste que j'aimerais ça que ce soit lui qui la présente. Surtout que je sais pas du tout de quoi il voulait parler. Ben oui. Ok. Ok, moi, c'est toutes ces slides. Qui. Ouais. Je pourrais prendre cette partie. Fait en attendant Sébastien, je vais y aller par la fin finalement. C'est un peu comme que je vous expliquais au début. OWASP, en gros, si vous allez sur owasp.org, vous avez accès à toute la documentation gratuitement. Là, fait qu'il n'y a même pas besoin d'être enregistré, rien. Genre, c'est des PDF ou des pages dans le wiki. Puis, vous avez évidemment le sujet d'aujourd'hui qui est le super fameux top 10 qui parle des risques, finalement. Fait que ça, on va y aller comme dans les détails. Mais on a aussi beaucoup d'autres sortes de documents, genre comme un que je connais un peu mieux, c'est ASVS, qui est vraiment plus au niveau organisationnel, je dirais. Fait, il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations qui est vraiment technique à l'intérieur de OWASP, mais on va du bas en haut. Puis l'exemple qu'on a ici, on va vraiment aller dans des choses qui sont très facilement explicables en général, mais on va très vite aller, et de 1 avec des exemples, et de 2 avec des exemples dans le code. Donc, on en a vraiment pour tous les genres de personnes, fait que c'est vraiment pour ça que c'est la documentation principale. Sinon, si vous pouvez voir ici, on a le développeur guide. Ça, tout simplement, c'est comme différents conseils pour bien programmer en sécurité avec les attaques. Puis, le guide de test, le code revue, ça qui vous permet finalement de valider et de vérifier si vos applications sont sécuritaires. OpenSAM, qui est en bas à gauche, c'est un petit peu comme ASVS dans le sens que lui, ça c'est vraiment plus pour la gouvernance puis ces trucs-là. Donc, c'est peut-être un petit peu moins dans le type de crowd que aussi, mais ça c'est juste pour vous montrer dans l'espèce d'étendue des choses. Évidemment, le wiki, il y a des centaines, probablement des milliers de pages. Là, je ne sais pas si j'ai les stats de WASP sur sa présentation, mais heureusement non. Là. Mais par contre, je peux vous dire, en gros, il y a entre 100 et 200 projets OWASP. Donc, lui, ça, c'est un projet OWASP. Il y a d'autres projets OWASP qui sont des scanners de vulnérabilité, si on prend ZAP.
c'est un projet en soi. Fait que des projets comme ça, il y en a plus qu'une centaine. Fait que lorsque vous allez comme sur le wiki, on peut, on est là pour étirer. On va étirer. Si vous allez sur le wiki, en gros, ici, ça, c'est les projets les plus populaires. Fait que ça, il y en avait beaucoup dans la liste, genre, que j'ai juste de vous montrer. Fait que vous allez directement dessus, puis vous allez vraiment avoir accès à le PDF direct là lorsque c'est de la documentation. Puis, dans le cadre d'une application comme Zap, ben, il vous renvoie sur une page pour le downloader assez rapidement. Donc, oui, c'est un wiki, c'est pas super fameux comme présentation, mais vous avez vraiment tout le contenu. Puis, dans les pages de wiki, s'il y a n'importe quel sujet qui vous intéresse, je vous conseille pas de le rechercher comme que je viens de faire là, mais plus de marquer OWASP, Java, Wiki dans Google, là, ça donne des meilleurs résultats. Puis là, vous allez pouvoir voir, admettons, là, je viens de trouver un projet qui sert à faire du HTML en Java de manière propre. Donc, vous avez vraiment un exemple, c'est très rare que je suis arrivé sur un sujet qui n'est pas inclus dans OWASP, pour vous dire à quel point vraiment que c'est vaste. Est-ce que les personnes dans la salle qui avaient déjà entendu parler de OWASP avant d'être ici? OK. Où? Est-ce que c'était dans vos cours? Est-ce que c'était à DEF CON? OK. Donc, on voit qu'il y en a qui sont hardcore jusqu'à Vegas. Ensuite? Polyap. Ah, OK. Fait vraiment via Polyap, tout ça. Est-ce que vous suivez des cours en sécurité ici? Ouais, OK. Donc, il y a eu comme des références. Très souvent, on va te référencer vraiment de comme, tu sais, on a pris notre information là, où vous allez voir que les gens sont très inspirés. Là. Donc, puis après, mais qu'on ait fait le tour de ça, vous allez vraiment le revoir partout, là, parce que c'est vraiment comme universel. Mettons, comme au point de vue timing, jusqu'à quelle heure? OK, c'est bon. Fait que, bon, là, c'est la troisième fois que je l'explique, malheureusement. Je vais devoir commencer officiellement tout seul. Fait que, puis vous voyez présentement, de lorsque je vous avais dit qu'il y avait plein de gens qui nous attendaient, on a présentement 2 viewers sur YouTube. Mais il y en a peut-être un, il y en a un qui m'a dit qu'en entreprise, qui était pour se mettre un projecteur, qui était pour être plusieurs. Fait que c'est peut-être en fait juste 4 personnes ou 5 au lieu de 2. Mais dans les vues offline, on monte à 100, 150. Avec plusieurs personnes qui regardent la présentation au complet. Probablement que je vais couper là, lorsque la vidéo va vraiment commencer pour être plus dans le sujet. Fait que, je vais y aller avec la présentation, j'ai aucune idée c'est quoi, puis on va découvrir les slides ensemble. Si vous entendez un bruit, un genre de guiling en arrière, genre c'est que Sébastien va arriver dans la présentation parce qu'il est présentement en route, en retard à cause de les trains en France. Donc, c'est la faute de la SNCF, je crois. Donc, si on avait une personne à blonde. Donc, un petit peu comme que j'ai dit avant, on va vous parler de la nouvelle version du OWASP Top 10. Vous voyez ici, j'en ai 2 versions imprimées. Nous, on va regarder, il y a une version française, c'est pour ça qu'on avait Sébastien avec nous, parce que c'est le chapitre de France qui a fait la traduction. Il y a une version française, moi j'ai les versions anglaises ici. Avant, on avait une 2010. Évidemment, il y a eu une 2007 avant, une 2003 avant. Mais les 2 dernières versions sont là. Puis la dernière 2013 date de à peu près tout récemment, je crois, en mai ou en juin. Ça aurait été très bien de l'entendre raconter ça. Si jamais il revient, on va y refaire juste de son intro, là, parce que j'ai aucune idée. T'sais, en gros, il disait, si vous êtes fait jamais pirater, attendez, puis vous allez vous faire pirater un jour. OK. Dans les exemples récents. Bon, en gros, on parle de Application Security, qui est le super beau terme en français, mais la sécurité des applications. De ce que je voulais faire, moi, c'était vraiment emmener des exemples, puis pas aller dans les slides, puis juste dire, OK, et voici, genre des exemples dans des slides. À la place de ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé des bookmarks, puis on va aller directement sur les internets, dans le but de nous donner des exemples. J'ai tenté de rechercher pour des exemples récents de failles ou d'incidents plutôt qui auraient eu lieu à cause de certaines failles. Une chose qui est importante à savoir est que, règle générale,
lorsque vous avez un incident qui est décrit dans les médias, il est très difficile de savoir exactement exactement le truc qui s'est passé. Est-ce que c'était à cause d'une faille réseau? Est-ce que c'est à cause juste d'un oubli d'un mot de passe qui aurait été trouvé à la place? Ou est-ce que c'est à cause vraiment d'une faille d'application? Donc, c'est un petit peu pour ça que ma recherche a été un peu difficile, parce que très souvent, les gens font des suppositions puis c'est pas exactement de qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque un expert il sait exactement de qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'on a signé des NDA et des trucs comme ça. Fait que j'ai plein d'exemples, moi, que je vois en entreprise, mais dans le respect de mes clients, je ne vais pas prendre mon client et le montrer devant tout le monde. Mais n'importe qui est en sécurité a une liste de choses de même, puis des fois, il regarde des gens parler, puis il a très envie de le dire, mais malheureusement, il ne peut pas. Fait que moi, j'ai été vraiment avec ce qu'on a vu dans les médias. Est-ce que je vais supposer que tout le monde sait c'est qui Anonymous? Sinon, y a-t-il des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Anonymous dans la salle? Ah, c'est très populaire. Anonymous, en fait, au Québec, est une chose réelle. Il y a un groupe qui s'appelle OP Québec, qui est à nom QC aussi, il y a plusieurs genres de noms. Dans le groupe, il y a des personnes du Québec, mais aussi de l'étranger qui sont dans le groupe. Et un des exemples que j'ai trouvé, c'est que une fois, ils ont réussi à pirater le site du SPVM. Donc, en gros, je sais pas s'ils disent, peu importe de quoi d'intéressant dans la nouvelle, là, je l'ai juste laissé comme référence. Là. En gros, le truc qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne via Twitter, fait qu'il publie vraiment ça beaucoup via Twitter, a envoyé puis a dit, OK, ben et voici, on a une superbe capture d'écran, puis on vous dit, OK, ben on a réussi à hacker la SPVM. Donc, un petit peu comme que je vous ai dit avant, d'habitude, on n'a aucune idée vers où que ça s'en va, mais ici, moi, j'ai des indices là-dedans qui me permettent de supposer vraiment très fortement que c'est un problème de sécurité des applications. Oups. Okay, je vais le laisser comme ça, là, parce que j'ai pas envie de trop aller dedans. Bon. Donc, en gros, vous l'avez ici, dans pas long, je vais vraiment ouvrir le PDF, puis je vais aller jouer dedans, mais en gros, on voulait vous montrer que dans le temps, il y a eu un changement entre les différentes failles. En gros, de ce que le document nous présente, il nous présente une liste des failles les plus communes, puis les plus répertoriées. Donc, ils ont pris des statistiques dans différentes entreprises, puis ils ont regroupé le mieux possible le type de risque en sécurité ensemble. Donc, en gros, si on regarde les 2 années, là, vous l'avez ici dans mes mains, il n'y a pas exactement les mêmes points d'année en année parce qu'ils changent ou ils ont décidé de rechanger les titres puis de réorganiser un peu. Donc, si vous regardez à l'écran, on a eu des points nouveaux, puis un point qui a été émergé avec un autre. Fait que si jamais vous trouvez une plus vieille version du top 10, puis là, vous dites, OK, là, comment est-ce que ça marche, etc. Au début, on a... si on va au début du document, on voit dans note de version, on voit les différences, donc, entre le avant et après. OK? Le document, en gros, bon, oui, il y a beaucoup de blabla au début pour vous expliquer, bon, là, de qu'est-ce qu'est OWASP, la préface, l'intro, puis ces trucs-là. Si vous avez envie de lire, allez-y. Moi, j'en ai fait quand même un peu dans ma pré-présentation lorsque je vous parlais d'OWASP, fait que je ne vais pas m'éterniser. En gros, il explique aussi c'est quoi les risques. Dans mon cas, aujourd'hui, on va vraiment y aller avec des exemples. Fait que vous allez voir le vecteur d'attaque. Dans la plupart des cas, je les ai directement dans mon navigateur. Fait que je vais pouvoir vous le montrer. Fait que vous allez vraiment avoir un mapping de ça. Admettons, le point 1, on sait que c'est de ce type d'attaque-là. La vulnérabilité, ben là, ça, il y a des exemples qui sont inclus à l'intérieur du top 10, mais qui sont du pseudocode la plupart du temps. Ça, on va le réviser aussi. Et puis, évidemment, bon, il y a un peu d'impact puis des trucs comme ça, là, mais si on regarde juste le premier graphique, on voit vraiment qu'il y a une description de l'impact qui vient un petit peu plus loin après la vulnérabilité.
Moi, de mon côté, dans ce que j'ai prévu vous présenter, c'était vraiment plus l'intro parce que j'ai envie de faire le tour des 10 points, puis j'ai pas assez d'une heure pour faire le tour de si on se met à discuter d'impact, des trucs comme ça. Puis vous allez juger vous-même l'impact, parce que dans des cas, j'ai vraiment des cas réels. Enfin, vous ferez votre propre interprétation de l'ampleur de qu'est-ce que ça pourrait avoir dans une entreprise. Donc là, ensuite, il y a différents codes de couleurs. Là, ça aussi, c'est bon comme référence, mais ma présentation ne porte pas vraiment sur genre le ranking, la manière de choisir dans l'ordre les différents points. En gros, on vous conseille de regarder vraiment les points de haut en bas. OK? Dans le sens que vous allez avoir pas mal plus de chances de trouver le 1 qui est injection que le dernier qui est redirection non voulue. Puis probablement que l'impact aussi de l'injection va être pas mal plus haut, puis c'est pour ça que c'est en haut. N'empêche que la sécurité étant de ce qu'elle est, un moindre petit détail, même s'il est plus bas, il peut faire en sorte que votre application est complètement insécure. Fait que ça, il faut faire très attention de lorsqu'on dit « j'utilise le top 10 », puis « ah, je vais juste faire les 3 premiers parce que c'est le plus important ». Ben oui, vous allez diminuer votre risque parce qu'on croit qu'en général, les applications ont vraiment ont vraiment plus de chances d'avoir des problèmes là. Mais si vous, dans votre application, il y a une petite chose qui ne fonctionne pas dans un point plus bas, ben là, vous allez vous faire avoir de toute façon, puis votre application sera jugée vraiment pas sécuritaire par négligence, puis etc. Puis même à l'intérieur du top 10, on le dit à la fin. Si j'arrive à retrouver rapidement. En gros, il y a des risques additionnels. Fait il y a d'autres items qui sont pas dans le top 10 qui existent. Fait on essaie de regrouper les choses qui sont de plus en plus populaires et importantes, mais il y a quand même d'autres choses à vérifier en plus du top 10. Inception. Donc, slides. Ça, j'avais oublié ça. Ça, c'est dur. Fait que, malheureusement, j'ai aucune nouvelle de mon côté, à moins qu'il y ait un moyen de se plugger sur du Wi-Fi. Non? OK. Il n'y a personne qui a un routeur. Okay. Parce que je lui parle via WhatsApp, fait que j'ai pas l'application dans mon ordi, fait que je ne sais pas si son train est arrivé ou s'il est encore pris dans le trafic. Fait que je vais aller sans lui, puis je vais y aller point par point. Bon, un point, exemple, le point 1, là, on va vraiment passer plus de temps, de 1 parce qu'il est important, puis de 2 pour expliquer plus dans la structure. OK? Les points sont vraiment des risques. Donc là, on dit de l'injection, mais genre c'est une chose qui pourrait arriver à votre application. Donc, à chaque point qu'on a dans les différentes pages, ben vous allez avoir, OK, votre application, elle pourrait être prone à de l'injection. Donc, on peut vraiment avoir comme une problématique, etc. Les gens qui sont plus habitués de faire de la gestion de risque, puis des trucs comme ça, vont utiliser plein de termes, vont avoir plein de manières de décrire ça, de regrouper ça. Mais au point de vue plus technique, de quand on est plus proche du code, plus proche des choses, on peut vraiment dire, ben, OK, oui, genre, c'est un problème qu'il pourrait avoir dans mon application, à la limite, un type de bug ou un truc comme ça. L'injection est vraiment en premier parce que dans la plupart des cas, si j'ouvrirais le bon document, ça serait bien. OK. Dans la plupart des cas, lorsqu'on parle d'injection, on parle de SQL injection. D'injection SQL. Puis, en gros, de ce que ça veut dire est que le problème d'injection va être causé dans la base de données. Fait que le principe d'injection est que on peut rentrer des données à un endroit, puis ils sortent à un autre endroit, mais pas avec l'intention prévue au départ. C'est une description extrêmement large, puis les personnes qui comprennent le principe se rendent compte que beaucoup de choses en sécurité, même lorsque c'est pas du SQL injection,
bien, même si c'est pas du SQL, on peut dire que c'est de l'injection quand même. Il peut y avoir de l'injection de paramètres, il peut y avoir de l'injection de code, il peut y avoir de l'injection LDAP, il peut y avoir de l'injection dans n'importe quoi que l'autre côté, il reçoit quelque chose qui a été traité de suite à l'entrée. À la limite, une console Telnet, est-ce que c'est de l'injection? C'est une question. Pas vraiment sérieuse, mais c'est une question. Dans notre cas présent, je vais ressortir mes exemples. Si je fais la suite avec mon exemple de la SPVM que je vous ai démontré tout à l'heure, ce que j'ai trouvé, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est très borderline légal, j'ai trouvé l'endroit où est-ce que Anonymous avait déposé le résultat du hack. Donc, en gros, on voit ici que c'est vraiment comme un résultat des noms des tables d'une base de données. Donc, là, moi, en lisant ça, j'ai genre comme, OK, ben là, c'est clairement une base de données. On voit le nom des différentes colonnes, on voit les informations, on voit même qu'il y a du contenu qui vient avec la description des différentes colonnes puis des trucs comme ça. Donc, là, je me dis, OK, j'ai vraiment l'impression que ça vient de là. Le truc qui m'a encore plus la puce à l'oreille, c'est dans le niveau de la méthodologie qui aurait été utilisée. Dans le cas présent, je vais juste vous montrer un petit vidéo, puis je peux parler pendant la vidéo, puis vous allez voir, en passant la vidéo, il est en russe, là, fait qu'essayez pas de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans Notepad, mais en gros, il va utiliser un outil qui est appelé SQLmap, puis il va s'en servir pour exploiter la vulnérabilité d'injection. Donc, en gros, encore là, vraiment à large, lorsqu'il y a une vulnérabilité qui est retrouvée dans un site, il y a des moyens de l'exploiter avec des outils pour rendre le principe plus facile. J'aurais pu vous montrer vraiment une explication plus manuelle, parce que ça, j'en fais dans différents trainings puis des trucs comme ça, où est-ce que je montre aux gens finalement, hey, et voici comment qu'on fait manuellement. Mais en pratique, les méchants pirates utilisent souvent des outils, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire mieux que ça, mais aussi parce que c'est extrêmement efficace. J'ai déjà fait une équivalence de SQLmap en Perl à la main, ça m'a pris 2-3 heures versus 5 minutes par une personne qui utilisait SQLmap lui-même. Donc, on voit, l'outil va vraiment donner le pouvoir à certaines personnes, puis la rapidité où est-ce qu'on s'y attendrait pas. Donc, en gros, il tape juste 2-3 commandes comme ça, puis il dit, ben là, OK, là, j'ai réussi à trouver que j'ai accès à la base de données, puis patati patata, puis au fur et à mesure qu'il continue, ben, il va se rendre à un point qui était exactement comme le point que je vous ai montré dans l'exemple de la SPVM. Donc, à cause de ça, moi, je suppose que vu qu'SQLmap a été utilisé, ben, le vecteur d'entrée est via un site web, vu que SQLmap, très généralement, utilise un site web comme point d'entrée, puis ça, c'est la faille d'injection. Bon, là, je vais faire la partie à Sébastien, que je n'ai pas préparé. Fait que je vais utiliser l'audience, vu qu'on est autant de personnes. Est-ce qu'il y en a que le principe d'injection leur vient pas en tête et qu'ils ne voient pas exactement de quoi que je parle? OK. Est-ce que c'est plus dans la manière externe d'être utilisé ou plus dans le code qui vous inquiète? OK. Oui, OK. Bon, OK. Enfin, le principe est vraiment large, puis tu sais, oui, c'est assez simple à comprendre. Dans le code, l'avantage qu'on a avec notre document ici, c'est qu'on a des exemples. Puis, en gros, j'ai 2 scénarios ici qui sont assez très simples. Ils disent, finalement, lui, en une ligne, on a un exemple de vulnérabilité dans le code d'injection SQL. On dit, bon, OK, on prend une chaîne qui va s'appeler query, on va mettre du SQL dedans, puis on va concaténer un paramètre qui est le paramètre ID, puis le paramètre ID, il provient du URL, en haut dans la barre d'adresse, admettons. Donc, lorsque tu fais ça, n'importe quelle personne
va pouvoir arriver. Et puis, comment je fais pour sélectionner du texte avec ça? Je suis très explicatif quand même. Si, admettons, on y va comme ça, là, where cost ID égale. Là, je sais pas si vous voyez bien sur mon notepad, là, ça va? OK. Genre, en gros, dans l'exemple qui arrive là, lorsque le code est interprété par le serveur SQL, dans mon cas, moi, j'ai un URL qui serait, admettons, si je l'écris comme faux, j'aime ça plus lumière. Oh, votre lumière. Si j'ai mon URL qui est écrit comme ça, OK? En gros, avec la ligne qui est là en arrière, ben, on va reconstruire la chaîne suivante qu'on envoie au serveur SQL. Le serveur SQL va dire, ben OK, je sais de quoi tu parles, puis je vais te retourner le ID numéro 4 de la table à compte. Puis, avec ça, ben, tu prends les résultats, puis tu fais de qu'est-ce que tu veux avec. Bon. Dans le cas du SQL Injection, est que on peut vraiment écrire de ce qu'on veut ici. Donc, en gros, moi, je pourrais écrire ça, puis là, lui dire union, select, puis là, on s'entend que ça se tient pas, là, mais puis surtout que ça rentre pas dans l'écran si je ne tasse pas. En gros, moi, je pourrais décider que dans ID, ben, j'écris ça de même, puis j'envoie ça au serveur web. Donc, lorsque je fais ça, lui, il est comme, il voit une variable, il prend la variable en entrée, puis il dit, ben, OK, moi, je vais envoyer ça au serveur SQL. Le serveur SQL, de son côté, il reçoit le select, il dit, ben, OK, il me demande de faire ça. Ah, il me demande de faire un union avec un autre select. C'est du SQL qui est parfaitement valide, j'ai aucun problème, je vais l'exécuter, puis je vais te retourner les résultats. Fait que là, ton application web, elle reçoit ça. Puis là, elle a dit, ben, OK, ben, je vais l'afficher. Fait que dans le cas que c'est une application web qui est toute simple, qui affiche une table, ben, on voit le résultat assez automatiquement. Je pourrais même vous en donner un là. Si ça fonctionne bien. OK, dans cet exemple-là, vous voyez, j'ai vraiment fait un exemple d'un site qui retourne une table, finalement. Puis, l'injection SQL, elle se fait au niveau du paramètre que vous voyez en haut dans l'adresse, puis je m'excuse si vous ne voyez pas assez bien. Puis, vous voyez là que ça fait une erreur. Fait, oui, parce que probablement que là, ma requête maintenant, si on la regarde ici, ben, il y a un bug dedans, j'ai rajouté comme un petit caractère qui sert à rien. Puis là, il ne prend pas. Mais si j'arrive à lui dire, OK, ben moi, je sais comment ça fonctionne, je vois la requête, puis je décide moi-même de ce que je veux avoir, ben là, je pourrais décider de dire, ben OK, vas-y avec un ou, affiche-moi ça. Il me l'affiche. Puis là, lorsque je me rends plus loin, ben là, c'est vraiment un exemple très concret en Drupal, pour ceux qui savent de c'est quoi. C'est vraiment, j'ai une injection SQL, j'y passe un union, la même chose que je vous ai montré dans Notepad, puis le résultat est le résultat suivant. J'ai accès à la base de données, puis mon application, elle me le réaffiche de mon côté. Donc, au point de vue du code, si on revient ici, au point de vue du code, c'est vraiment à cause que le paramètre est utilisé et renvoyé directement au serveur SQL qu'il y a un problème. Le deuxième scénario, c'est à peu près aussi la même chose, genre comme si vous regardez vite, là, ça utilise plus du Hibernate, genre qui est comme qui est vraiment fait pour être un peu comme du SQL dans le but de l'utiliser, mais qui est en Java pour avoir de la persistance de données. Le principe est exactement le même. Fait que ça veut dire que peu importe le serveur que vous avez de l'autre côté, OK. J'ai aucune idée si vous êtes tous des étudiants genre en informatique ou en programmation. On peut-tu y aller, les personnes qui ont fait programmation 101, mettons? OK, puis les personnes qui ont fait programmation objet avancé en C++ avec du reversing. Non, mais tu sais, programmation, mettons, avancée. OK, je vais vous suivre. OK. En gros, on doit le voir de la manière suivante. On doit le voir que le serveur SQL, lorsqu'on décompose les différentes composantes, OK, il y a un parser au début. OK?
Après ça, il y a genre comme tout l'engin, admettons, qui gère la base de données, qui gère les relations, qui gère le file system, qui gère de ces choses-là. Mais au début, l'important, c'est le parser. Donc, n'importe quel système qui possède un parser à l'entrée pourrait être prone à de l'injection. Dans notre cas du SQL, le parser est le parser du module Hibernate en Java. Donc, lorsque lui, il reçoit ça, l'application web, elle, genre comme qui est derrière, elle y renvoie déjà une chaîne unique avec toute l'information dedans. Fait que, du point de vue du parser, lui, il reçoit juste la chaîne puis il se dit, ben, est-ce que je peux la parser ou pas? Parce que c'est ça le travail d'un parser, c'est juste de parser la chaîne. Il ne prend pas aucune autre décision que ça. Donc là, il se dit, ben, OK, elle est valide, moi, je vais l'exécuter. Donc, dans n'importe quel système que vous êtes capable de trouver, ah, là, il y a un parser, puis ah, moi, je suis capable à partir d'une adresse Internet d'écrire un différent paramètre, puis que ça l'arrive à quelque part dans le parser, vous regardez les options que le parser vous donne, puis vous êtes capable de tout faire, finalement. Dans le cadre des droits d'accès de l'application. Pour reparaphraser ça un peu, en théorie, mon parseur SQL, il prend ça, puis il le retourne. Puis dans mon code, puis là, ça, il n'y a peut-être pas d'exemple de code à ce point-là dans le top 10, mais en gros, ben oui, il y a les exemples de code là, mais il n'y en a pas plus loin. En gros, après ça, de ce qui risque d'arriver dans mon code, c'est qu'il va y avoir un genre de truc qui va s'appeler fetch row, puis après ça, on va se faire genre each row, mettons, puis là, on va faire un print. Genre exemple, c'est vraiment très pseudo-laid, là. Mais en gros, à cette partie-là, dans le code non plus, il n'y a aucune vérification de est-ce que c'est legit, est-ce que c'est acceptable à faire? Ben oui, le parser a reçu une chaîne, il a retourné des objets ou il en a retourné un autre. Donc, moi, dans mon code d'application, ben, je vais l'utiliser. Donc, on se fait vraiment avoir dans ce cas-là. C'est interpréteur, parser en français, s'il vous plaît. On se fait vraiment avoir de lorsque on a vraiment comme des exemples de comme là, puis qu'on dit, OK, je construis une chaîne à envoyer à un interpréteur en utilisant, est-ce que c'est concaténation probablement, des variables. Donc, lorsque j'ai ça, j'ai un gros indicateur que, ah, là, il y a de quoi de pas correct qui se trimballe. Dans la partie vulnérable, ben là, eux, ils disent le code, vu que vous êtes pas mal la plupart en programmation, regardez le code, c'est une chose que vous faites tout le temps. Fait que, vraiment, lorsque vous voyez de quoi qui pourrait être envoyé à un module qui gère, exemple, une base de données SQL, puis que vous la voyez comme ça, ben là, ça, vous levez déjà là un flag sur genre, ben OK, là, je vois qu'il y aurait un problème à ce niveau-là. Vous pouvez le tester. Comme, si on regarde dans mon exemple, tu sais, je rentre des chiffres, puis là, je vois que ça fonctionne. Ben, moi, mon test, je pioche sur mon clavier, puis j'appuie sur Entrée. Là, ça, c'est un autre faille de plus qu'on pourrait catégoriser, mais en gros, on voit l'erreur, puis on voit la requête SQL. Généralement, si vous voyez une erreur de requête SQL, il y a deux raisons. Soit que la personne qui a programmé l'application, elle a fait tout croche. Fait qu'on s'entend que ça revient quasiment les deux raisons mêmes. Ou qu'elle a fait tout croche et que c'est quelqu'un en sécurité qui essaye de faire des tests dessus. C'est très rare qu'on va déployer une application et qu'on va dire mon application fonctionne, mais il y a plein d'erreurs SQL, je vais laisser ça comme ça. Non. D'habitude, on corrige les erreurs SQL pour que notre SQL fonctionne et que l'application fonctionne. En sécurité, il va arriver quelqu'un qui va rentrer en haut dans l'adresse, au lieu d'écrire 2, je vais écrire n'importe quoi, puis là, vous allez lui dire ah, ben là, t'es pas supposé de rajouter quelque chose après 2, c'est supposé être juste un chiffre. À partir du moment où est-ce que vous avez ça comme constat, ouais. Puis ça, j'ai entendu très souvent. Mes programmeurs préférés me disent souvent tu devrais pas faire ça. Malheureusement, il y en a qui le font, puis on voit les résultats que ça a. Donc,
est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça a éclairci un peu l'utilisation dans le code? Il y en a d'autres qui auraient d'autres questions à ce sujet-là. Au niveau. Ou y en a-t-il qui auraient des exemples d'injection qui sont pas du SQL? Puis que vous auriez vu ou que vous pensez que peut-être que moi j'ai peur que mon parser. Register globals, c'est le parseur PHP qui s'occupe de ça, si j'ai bien compris de ce que tu me parles. Le parseur PHP, je préfère dire eval, admettons, comme exemple. Puis ça, c'est valide dans n'importe quel langage de programmation, genre là, qui est plus comme du scripting, genre qui est plutôt dynamique. Donc, en PHP, en Python, en JavaScript, en TCL, en Perl. Il y a souvent une commande qui s'appelle eval, qui nous permet finalement d'évaluer du code. Donc, dans ce cas-là, le eval va prendre en fait du code, admettons, si je fais ça, il va prendre du code puis il va l'envoyer au parser qui est le parser de votre interpréteur. Donc, dans mon cas, admettons que je suis en PHP, le eval va être exécuté via du PHP. Donc, le code qui est ici, si jamais il y a un paramètre d'entrée, OK? Si jamais il y a un paramètre d'entrée qui est utilisé, puis ça, c'est exactement le code minus toutes les erreurs de syntaxe que j'ai dans mon truc-là, mais excusez-moi. Donc, en gros, si vous avez ça, ben le eval, il va prendre un entrée utilisateur, puis il va dire, ben OK, je vais prendre le paramètre en entrée, puis je vais exécuter du code PHP. Fait que dans ce cas-là, on peut faire de ce qu'on veut. Donc, on peut exécuter du code de l'autre côté. Donc ça, c'est un principe qui est pas juste utilisé via eval, c'est dans n'importe quoi que tu sais qu'à quelque part, il y a une option d'un parser, puis que l'option du parser, en bout de ligne, va exécuter ton code. Puis puis ça, je crois, c'est un des exemples épais, là, parce que là, c'est finalement une personne qui pourrait attaquer ça, aurait plein contrôle à exécuter le code PHP qu'il veut sur le serveur de l'autre côté. C'est un petit peu comme l'SQL injection. Moi, je vous ai montré comme des select, puis des trucs comme ça, mais il y a des types d'injection où est-ce qu'on peut faire des commandes dans le serveur SQL. C'est n'importe quoi que le parser y comprend, puis que vous avez les droits d'accès, vous pouvez le faire. Puis en SQL, là, en MySQL, je me rappelle plus trop par cœur, mais il y a une genre de petite commande qui est comme système ou un truc comme ça qui permet d'exécuter des trucs. Fait que si jamais les droits ils ont été attribués pour n'importe quelle raison, puis qu'il y a une injection SQL, ben là, en plus d'avoir une faille qui impacte la base de données, ben là, vous avez un impact qui va être encore plus loin, qui va compromettre le système au complet, ce qui revient à la même chose que d'avoir un eval. Hein? De quoi? Déjà? Je parle trop? J'ai tiré trop longtemps. Hein? OK. On va y aller plus rapidement parce que finalement, il reste déjà plus de temps. On dirait que j'ai pas vu le temps passer. Tu m'avais dit 1h45? OK. OK. On avait-tu dit 1h30 pour finir? OK. Ah, OK, ouais, genre, c'est 45 questions. OK, fait que c'est pas 45 pattes, tout le monde. OK, c'est cool. Bon, ensuite de ça, de ce que je vais faire, vu que je suis limité dans le temps, OK, je vais vous dire où aller voir dans le top 10 de pourboire la manière de se protéger. En gros, il y a une case dans chaque page où est-ce que vous allez retrouver à droite qui va vous dire, exemple, dans notre code d'injection, qui va dire utiliser des paramétrisations, utiliser un API, utiliser des listes blanches. Donc, il y a différents conseils qui sont inclus. Il y a différents conseils qui sont inclus là-dedans. Et puis, vous pouvez les lire. Malheureusement, là, j'ai pas le temps d'embarquer dedans. Au moins, je vais vous expliquer le principe d'injection qui est comme un des plus importants. Fait qu'on a ça de fait. Puis, je vais passer aux autres points un petit peu plus rapidement. Oui, effectivement, ça, je pourrais faire genre 2 semaines non-stop à parler juste du top 10 parce qu'il y a tellement de choses. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, les références, là, vous allez voir vraiment dans les détails. Exemple, vous voulez en avoir encore plus de sur l'injection, ben il
il y a vraiment dans les références, vous pouvez cliquer dessus puis vous allez voir les détails, genre exemple de l'injection SQL et voici les manières de faire. C'est extrêmement détaillé lorsqu'on va dans les références. Fait que ça, peu importe les choses qui vous intéressent là-dedans, ben allez-y, puis allez plus loin. Donc, je me prépare pour un sprint final. Donc, le point 2, on dit que c'est violation de gestion d'authentification et de session. Heureusement, ça, c'est tout bien préparé. Donc, le point 2, en gros, le point 2 veut juste dire, il faut faire attention à ta gestion de session. J'ai juste un petit exemple vraiment très simple, puis je vais aller comme ça pour le reste. C'est vraiment comme, j'ai une recherche Google, puis je vois que, j'ai Session ID dans le paramètre, puis j'ai regardé dans les .ca, puis j'ai trouvé qu'il y a le site de Canadian Tire qui offre ça. Puis, je dis pas que c'est des failles, ok? Je dis juste que c'est des indicateurs, puis là, on a un très bon exemple de je fixe la session d'une personne. Fait que moi, en cliquant sur ce lien-là, il se peut que le serveur Java de l'autre côté, il va recevoir le lien suivant. Et puis, il va dire, OK, ben, toi, là, ta session, je décide que c'est maintenant celle-là. Donc, il y a une personne à quelque part qui est ni le serveur ni moi qui aurait décidé que je vais utiliser une telle session. Avec ça, on vient de briser le principe de parce que moi, je peux envoyer, mettons, toi, puis là, je te dis, ben, va sur mon lien, puis là, je sais de c'est quoi ta session. Fait que là, je peux accéder aux choses que toi tu fais. Si tu décides d'acheter quelque chose sur le site, ben, moi, je peux loader ça dans mon navigateur de mon côté, avoir accès aux mêmes choses que toi, parce que la session, c'est vraiment la chose qui protège au niveau web. Donc, assez simple comme principe. Si vous allez dans la documentation, on va plus loin, on sort vraiment plus d'exemples, mais ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer qui était comme assez simple. N'importe quoi qui laisse sur Internet une session dans une recherche Google, ben tu peux te dire qu'il y a sûrement moyen de récupérer la session. Fait que la mettre dans l'adresse en haut, c'est généralement une mauvaise idée. La mettre dans le URL en haut, c'est généralement une mauvaise idée. Donc, le point 2 est là vraiment pour marquer les choses comme ça, parce que tu peux vraiment usurper l'identité des gens. Si on va au point 3, le cross-site scripting. Ça, probablement que les personnes qui sont un plus en sécurité ou etc. ont déjà entendu parler du XSS. Donc, j'ai un exemple encore là assez direct. Je vais voir dans ma VM. Merci de m'en rappeler. Très souvent, le XSS, on dit « Ouais, mais là, tu viens de trouver une faille finalement qui peut écrire du JavaScript ou du HTML dans ma page. Big deal. » Effectivement, big whoopidoo. J'ai un exemple ici qui me permet juste d'afficher un alert. Puis là, vous dites, ok, mais là, tu peux pas faire grand chose avec ça. Genre, c'est juste un alert. Tu ne vas pas semer le chaos sur Internet avec un alert. Probablement que oui, genre, comme si le site est très gros puis que l'alerte est très vulgaire, peut-être. Mais, en réalité, avec une attaque de comme vous voyez là, la création d'une nouvelle image en JavaScript me permet de utiliser le document .cookie qui fait en sorte que j'ai réussi à générer une requête en utilisant le XSS Plan. Si on revient au principe d'injection du début, là, présentement, on joue avec le parser qui se trouve avec Mozilla Firefox qui passe du HTML et du JavaScript. Il passe du HTML, il passe du JavaScript. Fait, on joue avec lui, on le contrôle, on peut injecter dans ça. Donc, on dit, ben OK, moi j'ai un beau truc, tu crées une nouvelle image, puis la nouvelle image, elle va contenir dans son nom le cookie. Fait que moi, sur mon serveur web, de mon côté, chez moi, j'ai votre session. Je reviens au point 2 finalement. Là, je viens de vous voler votre session. Donc, c'est vraiment un exemple réel de XSS. Genre là, qui est roulé vraiment en temps réel comme sur mon serveur là, vous le voyez là, genre c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait qu'à partir du moment que vous avez un alert, ben on peut se rendre de jusque là. Encore là, les détails de ça, les manières de vous prévenir de ça dans le code, etc. sont dans le top 10. Allez lire la documentation, vous allez le retrouver. À noter que la raison pour laquelle que le XSS n'était pas dans le point 1 qui était injection et que injection d'habitude, la résultante est au niveau du serveur.
Le XSS, lui, ça, c'est plus une attaque où ce que la résultante est au niveau du client, puis c'est pour ça qu'elle aurait été séparée dans le top 10. Le point 4. Le point 4, j'ai laissé... en gros, le point 4 est vraiment très simple. C'est, on dit en français, parce que c'est mieux en anglais qu'en français, des références directes non sécurisées à un objet. Je voulais vous montrer un exemple qui n'est pas vraiment une faille, mais qui est un bon exemple, à mon avis, de ça. Si je prends ça, OK, puis que je suis sur LinkedIn, OK, j'ai mon ID en haut, OK? Le ID qui est là va afficher ma page à moi. OK, dans le cas présent, encore là, c'est pas une grosse faille parce que n'importe qui aurait accès à ça. Mais n'importe qui, non, parce qu'ils ont quand même mis du contrôle. Moi, j'ai pas accès à lire la fiche d'une personne que je connais pas. J'ai juste accès à lire la ou les fiches des personnes que je connais. OK? Mais n'empêche que le principe est exactement le même dans le cas d'une attaque et que, ben, en changeant un ID comme ça, de si je peux me promener en différentes fiches, imaginez-vous, genre, là, que si présentement, moi, je serais dans la modification de mon profil, ben, puis que je change l'ID, ben, et voilà, boum, je passe au travail. Fait que ça, c'est, d'un côté, genre, c'est un manque d'autorisation qui peut arriver, là, parce qu'on valide pas les choses comme ça. Donc, disons vraiment, pour résumer le plus possible, je dirais ça. Le A5, mauvaise configuration. Je suis pas dans le bon. Là, je les suis. Ah! Ça, oui, là, ça, on commence à rentrer dans les choses drôles. Mauvaise configuration, en gros, on se dit, OK, il y a une configuration sur un serveur qui a été laissée par défaut. Puis que, malheureusement, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir ou on a accès à des choses qu'on ne devrait pas savoir. Exemple présent, ben, c'est ma bonne vieille recherche Google qui me dit index of. Ah, le premier ne fonctionne pas. Ils l'ont réparé. Ah, le deuxième le voit. Fait que là, je peux me promener finalement dans les dossiers de je ne sais pas qui. Puis, voir n'importe quel fichier. Est-ce que ces fichiers-là, ils devraient être accessibles publiquement? Je ne le sais pas. Probablement parce que c'est sur un site web, fait que je suis pas en train de faire de quoi de trop mal. Mais des fois, il y a des index de cette manière-là qui sont listés, puis qu'on les comme oh non, je devrais pas voir ça parce que là, il y a comme un fichier mot de passe.txt ou un dump.sql, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un exemple de mauvaise configuration. On a d'autres exemples un petit peu plus précis, je crois, dans le document. Le numéro 6, les données sensibles, là, vous allez dire, ben OK, c'est un petit peu la même chose. Non. Ben oui, puis non. Dans le sens que le A6, on dit vraiment que c'est exposition de données sensibles si on parle de manque de chiffrement. Un autre exemple, je vous ai ressorti du bon vieux Anonymous. Ils ont réussi, on va supposer que c'est de l'injection SQL, fait le numéro 1, à aller un peu plus loin à cause de quoi? Parce que le numéro 6 a mal été respecté. Si on prend le premier, ça c'est très drôle, j'ai le sac d'ExxonMobil en plus. Si on prend le premier, on voit que c'est un hash MD5. Genre qui a été utilisé pour chiffrer le mot de passe. Dans ce cas-là, je n'ai même pas besoin de le craquer, je fais une recherche Google, puis je vais trouver que en fait le hash que vous voyez là, c'est ExxonMobil écrit en un mot comme ça. Donc extrêmement simple. Donc un exemple de A6 de données sensibles, on dit ben le mot de passe n'a pas été chiffré de manière suffisante. Dans cette catégorie-là, on rentre aussi le SSL, le HTTPS, ces trucs comme ça, vraiment le chiffrement plus au niveau transport, même sur le point de vue applicatif, à mon avis, c'est un peu moins pertinent. Ensuite, le A7, lui, est très simple. C'est manque de contrôle de logique d'affaires. Dans le cas présent, j'ai un site web qui est le mien, ça c'est en passant, où est-ce que il n'y a aucun contrôle là-dessus. Ils ont juste oublié, ils l'ont juste pas mis, ils l'ont juste pas appliqué. Donc, à partir du moment où est-ce que en théorie, des gens non authentifiés ou non autorisés ne devraient pas avoir accès à ça, et non l'authentification et l'autorisation qui est brisée, c'est un A7. Il devrait me rester 5 minutes si je vais faire mon horloge. Je vais correct. Je peux même prendre mon temps, check. Je vais scroller doucement. Le A8, OK. Le A8, c'est la falsification de requêtes intersites. J'aime mieux en anglais parce que c'est cross-site request forgery.
En gros, le A8 est vraiment très simple. C'est lorsqu'on parle de... là, il va falloir que je passe vraiment rapide, là. Mais en gros, on parle d'un formulaire qui pourrait être utilisé à partir d'ailleurs. Les exemples que j'avais, c'est les bons vieux routeurs ou wireless ou de maison ont souvent des interfaces qui nous permettent de changer les mots de passe, des trucs comme ça. Fait ici, j'ai un exemple de code de genre que vous exécutez, puis que dans le fond, il va appeler un appel vers le routeur. Puis parce que le routeur n'a pas prévenu la falsification de requête, il va recevoir ça puis il va dire « OK, je change le mot de passe ». Fait n'importe qui visite une page HTML qui contient ça avec un navigateur qui le laisse faire va être prône à ça. Fait que ça, encore là, il y a une solution très simple à ça qui est de rajouter un token unique. Vous l'avez dans la description. De quoi? J'ai rien compris. OK. Le wrap-up va être les 2 derniers points. On va finir vite, puis on s'excuse de ne pas avoir eu Sébastien, malheureusement. On en fera un autre avec lui pour qu'il puisse se rattraper, puis on fera juste ça en ligne. Le numéro 9, bien évidemment, c'est les composants avec les vulnérabilités, avec les choses vulnérables. Exemple, vous utilisez Joomla, puis il n'est pas vraiment à jour, il pourrait vous arriver des choses comme la suivante. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent aller parler avec le laboratoire des neurosciences cognitives, juste leur dire de mettre leur Joomla à jour parce qu'ils ont été piratés en mai dernier. J'ai trouvé la référence en ligne. Fait que ça, vous avez vraiment comme un exemple vraiment concret ici. Fait en gros, le 9, c'est vous mettez vos affaires à jour, vous utilisez les dernières versions des logiciels, ces trucs-là. Et le 10, les redirections non voulues, j'aurais aimé avoir de quoi de drôle pour lui, mais j'ai pas eu le temps. En gros, si vous regardez les redirections comme ça, j'ai trouvé de quoi sur la chaire de recherche qui utilise une redirection pour me renvoyer là, mais ils ont fait leur travail comme il faut, fait qu'on va les féliciter. C'est du type 3, et type 3, il dit non, l'URL est non valide. Parce que des fois, les sites, ils disent, tu prends un URL en paramètre en haut, injection, puis je te le renvoie. La faille autour de ça, je n'entrerai pas dans les détails, mais lorsque vous vérifiez comme il faut, fait que ça, c'est un bon exemple, finalement, de le numéro 10. Fait que je vais terminer là-dessus. Fait que je vous remercie, puis je m'excuse encore de ne pas avoir eu Sébastien, d'avoir passé 2 heures sur l'injection, mais c'est important. Merci. Ah oui, s'il y en a qui veulent des autocollants, on en a à l'avant. Venez vous servir. Garnissez vos laptops. Merci à ceux qui étaient là en ligne. Si vous n'êtes pas endormis ou si vous êtes encore là, probablement que Sébastien est là-dedans. En passant, mon WhatsApp ne fonctionne pas, fait que je vais arriver en ligne un peu plus tard et on s'en parle. Mais merci à tous et on se voit à la prochaine présentation. Salut!